Avant que de commencer, de vous raconter quelques histoires. Est-ce que tout le monde me comprend? Avant de commencer de vous raconter quelques histoires, je voudrais simplement vous raconter ce qui m'est arrivé tout récemment. Il y a quelques jours, une jolie maman juive est venue avec sa petite fille de 5 ans chez moi à la consultation. Et, bon, entre autres choses, m'a raconté qu'elle commençait à étudier le violon, la petite fille. Alors j'ai dit, pourquoi avez-vous choisi cet instrument? Alors elle m'a répondu cette phrase assez célèbre, que je ne sais pas quel grand violoniste avait dite. Un violon, c'est plus facile à transporter qu'un piano. Alors, je ne sais plus qui avait raconté ça, peut-être Minuit ou Yasha Haïfet, je ne sais plus. Bref, nous sommes venus alors à parler des origines de cette dame et de sa destinée. Elle était d'origine, ses parents étaient austro-hongrois, elle était de nationalité israélienne, avait ensuite pris la nationalité française. Elle avait un mari qui était d'origine américaine et qui avait la nationalité américaine, etc. Alors moi je lui ai raconté, tiens c'est drôle, vous êtes de partout et de nulle part. Il y a 7 générations ou 8 de Harcher qui sont enterrés au même cimetière d'Ettendorf. Alors cette dame m'a regardé et a dit, ah oui, vous êtes profondément enraciné dans ce pays. L'autre histoire, ça beaucoup d'entre vous sans doute l'ont entendu, c'était quand il y avait la soirée de chant sépharadim au conservatoire et où le représentant du Conseil de l'Europe de l'Espagne a fait un exposé introductif à cette musique et où il a raconté comment ces juifs sépharadim, qui ont donc été expulsés d'Espagne en 1492, comme tout bien, ont emmené avec eux leur lachon, leur ladino, leur judéo-espagnol, et l'ont cultivé et l'ont conservé à tel point que, actuellement, quand les musicologues ou quand les linguistes espagnols actuels veulent faire des recherches sur la musique de l'époque ou sur la langue parlée à l'époque, parce qu'évidemment l'espagnol, comme toute langue vivante, a évolué beaucoup plus vite que les langues qui ont été parlées par tradition ensuite, et souvent presque dans une espèce de but religieux, si vous voulez. Ces langues sont restées invariables. Et maintenant, les exégètes, les linguistes et les musicologues eh bien, vont interroger ceux qui savent encore le ladino, soit en Turquie, soit en Grèce, soit même à Amsterdam. Vous savez qu'on fait encore la prière à Amsterdam en ladino pour la reine, etc. Ceci pour vous dire combien le juif est quelqu'un de fidèle à ses attaches et combien il est important d'en avoir. Eh bien, j'ai dit ça, je ne voulais au fond pas vous faire ce laïus introductif qui n'est pas tellement humoristique, mais ce soir, j'y ai été amené parce que j'ai écouté une émission à France Culture juste avant de venir ici au dîner, et où il y avait Albert Memmi, le docteur Naum et Madame Ora Schweitzer qui a parlé ici il y a quelques jours, et où ils ont précisément parlé de la culture juive et de la spécificité de la culture judéo-arabe, de la culture yiddish, de la culture de ces différentes cultures, et desquelles fait partie peut-être aussi, à un titre un petit peu moindre, le judéo-alsacien. Alors mon propos est simplement de vous dire que le peu que nous gardons encore de notre Yiddishkeit, nous devrions peut-être un petit peu le cultiver et essayer de ne pas le perdre totalement. C'est si vrai que vous savez que maintenant ce sont des linguistes non juifs qui s'occupent de ça. Je ne parle que du professeur Raymond Madsen, par exemple, qui actuellement collige les vieux dictons alsaciens et qui fait de l'exégèse sur le judéo-alsacien, sur les racines bibliques, sur l'étymologie, etc. Beaucoup de juifs ne le savent plus, mais maintenant ce sont les non-juifs, ce sont les linguistes qui s'occupent de ça. Le judéo-alsacien est devenu quelque chose qui fait maintenant que on s'intéresse tellement à la spécificité culturelle de chaque petite province, n'est-ce pas? C'est peut-être le moment de remettre à l'honneur notre judéo-alsacien. Alors, ce dont je voulais vous parler,
c'est très brièvement de l'humour judéo-alsacien. Mais je ne veux pas vous raconter de witz, n'est-ce pas? Je ne veux pour commencer pas du tout vous raconter de blagues dans le genre des histoires juives, n'est-ce pas, qui ont en général d'ailleurs été écrites par des antisémites, n'est-ce pas, et qui mettent en relief leur avarice ou leur roublardise. Non, ni d'ailleurs des blagues ou des witz spécifiquement juifs où le juif montre toujours sa chorma. Ce dont je voudrais vous parler, c'est surtout de l'humour de tous les jours, de certaines répliques dont la plupart, je ne dis pas de certaines, mais dont la plupart sont rigoureusement authentiques et que j'ai entendu, ou que mon père, ou que mon grand-père, pas mon grand-père puisque je ne l'ai pas connu, mais que mon père m'a rapporté. Cet humour doit évidemment beaucoup au mélange de l'alsacien et de l'hébreu, et ça donne quelquefois des résultats assez cocasses. Je voudrais vous raconter par exemple l'histoire de ce marchand de bestiaux qui, dans un petit village où un paysan lui devait une assez forte somme, n'a trouvé comme seul prétexte que de raconter à celui-là qu'il était mort. Alors il lui a dit que son père étant mort, il avait besoin de la somme d'argent que ce paysan lui devait. Et au même moment où il lui raconte cette histoire, voilà son père qui arrive. Alors il le voit venir de loin, le paysan lui tournait le dos à ce père, et de loin, il lui a fait signe et lui a dit « Ratz vejefrer, ich hab mir gedacht, du bist geniftert. » Alors, ça c'est une... ça c'est une phrase... C'est une phrase extrêmement intéressante. On va vous la traduire. Non, je ne vais pas seulement vous la traduire, je vais en faire l'exégèse. Parce que ça, c'est une phrase très intéressante. Parce qu'il n'y a absolument, dans toute cette phrase, il n'y a que des mots purement hébreux, mais des mots qui ont été alsacianisés. Et les seuls mots non hébreux qui sont là-dedans, ce sont les auxiliaires, ich bin, n'est-ce pas, und ich hab, n'est-ce pas, auxiliaires que nous n'avons pas en hébreu. Ratz veyivrach, je vais dire la phrase en hébreu si vous voulez. Ratz veyivrach, dibarti sheniftarta. N'est-ce pas? Voilà ce que ça donne, je pense, M. le rabbin, en hébreu. N'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement la même chose, sauf qu'on a chaque fois ajouté, comme on le dit en allemand, à la troisième personne, on a mis un T, ich hab me davert, n'est-ce pas? Tu bist geniftert, n'est-ce pas? Et on a ajouté l'auxiliaire. Donc voilà, ceci n'est absolument pas une blague, n'est-ce pas? C'est une histoire, je ne sais pas si elle est effectivement authentique, mais elle aurait pu parfaitement se passer comme ça. Oui, j'ai oublié le sens, n'est-ce pas? C'était va, ratz veyivrach, va et disparaît. Ich hab me davert, j'ai dit, tu bist geniftert, que tu es mort, n'est-ce pas? Il avait raconté à ce paysan que son père était mort et il lui a dit de s'en aller. Une autre cocasserie de ce même genre et qui montre aussi un petit peu la disposition d'esprit de nos juifs alsaciens, n'est-ce pas, qui ne voulaient jamais, chaque fois qu'il leur arrivait quelque chose de bon ou de mauvais, invoquer les puissances célestes. Et quand on vantait n'importe quoi, on ajoutait toujours ce fameux mot Umbeschreie que vous connaissez tous bien, qui veut dire sans vouloir vanter telle ou telle chose. Il y a un vieux juif alsacien qui est appelé à témoigner au tribunal. Ça se passe avant la guerre de 14-18, donc la scène se passe en allemand. Le juge demande à ce témoin « Wie alt sind Sie? » « 80 Jahre Umbeschreie. » Alors le juge ne comprend pas. Wie alt sind Sie? 80 Jahre Umbeschreie. Ich frage Sie, wie alt Sie sind. Alors le greffier qui était à côté du juge lui tape sur l'épaule et lui dit Herr Richter, warten Sie einen Moment, ich werde ihn fragen. Et le greffier lui demande Horche, wie alt sind Umbeschreie? 80 Jahre.
je m'excuse, c'est difficile à traduire, n'est-ce pas? Parce que le brave juif alsacien ajoutait à chaque fois, quand on lui disait quel âge avez-vous, il disait 80 ans sans vouloir m'en vanter, n'est-ce pas? Et alors, c'est cette phrase unbeschrieben, qui était ni de l'allemand, ni aucune langue que comprenait ce juge, a irrité ce juge. Et alors, le greffier, voyant cela, et le greffier étant juif, lui a tourné la phrase à ce brave témoin de telle manière à ce qu'il puisse répondre simplement par son âge, et lui a dit « Quel âge avez-vous sans vouloir vous vanter ?» Il a dit 80 ans, et tout le monde était content. Toujours dans cet ordre d'idées, l'humour alsacien, n'est-ce pas, très souvent est involontaire, et je voudrais simplement citer cette phrase de notre vieux Parnès. J'ai beaucoup aimé l'exposé de Monsieur le Grand Rabbin, je dois le lui dire. Il faudra un jour que je ponde quelque chose comme ça sur ces juifs de Pfaffenhofen, qui sera certainement tout aussi savoureux. Pour aujourd'hui, je n'en raconterai qu'une seule, plus savoureux. Simplement cette histoire de notre Parnès à nous, qui à l'époque c'était M. Simon Metzger, j'ai bien le droit de rappeler son nom, qui un soir de Yom Tov ou de Schulzit, je ne sais plus exactement, où tous ensemble nous faisions pas mal de bruit, je ne sais pas si tout le monde priait ou si certains bavardaient, en tous les cas, à un moment donné, il s'est écrié « Es ist hoch verboten zu ohren ». Il voulait dire « Es ist verboten hoch zu ohren ». Je traduis, n'est-ce pas? Il y avait du brouhaha à la synagogue, et alors le Parnès, voulant dire il est hautement défendu il est défendu de prier à haute voix, a dit il est hautement défendu de prier. Une autre histoire rigoureusement authentique, parce que celle-là je l'ai vue, je l'ai connue, est une réplique qui a été faite à mon père et qui montre la truculence et l'esprit de répartie qu'avaient certains juifs. Mon père, avec quelques autres amis, était au Gratwolseck, c'était la maison à côté de nous, n'est-ce pas, devant la Schmiede, la forge de Pfaffenhofen, parce qu'à l'époque où j'étais un petit enfant, il y avait encore le forgeron, le tonnelier, le charpentier, le charron, etc. C'était d'ailleurs très intéressant pour nous. On a appris beaucoup de choses comme ça. Le Leim, qui était aussi un des deux bouchers du village, à Pfaffenhofen, bon, c'était plus grand que Schwarzenheim, il y avait quelque chose comme 1200 habitants, mais il y avait 4 bouchers, dont 2 étaient juifs. Et le Leim, qui était un des deux bouchers, discutait avec mon père. Et subitement, mon père voit que la braguette, excusez-moi mesdames, la braguette du Leim était ouverte. Elle lui dit, Leim, du hast dein Hossenschlitz offen. Et Leim lui répond, non, es kommt außer Karisches raus. Vous voyez, je vais essayer de la traduire, mais elle perd évidemment tout son sel. Je dois la laisser. Je vais la laisser. Je dois la traduire. Non, mais n'est-ce pas, les quelques-unes que je vais raconter perdent tout leur sel quand on les traduit, évidemment. Mon père dit à son ami, ta braguette est ouverte. Et le boucher qui lui répond sans se départir, il n'en sortira pas de richesse, pas d'antisémitisme. Une autre histoire que me racontait mon père, et qui est aussi assez amusante, qui est parfaitement authentique, n'est-ce pas, et qui est digne, beaucoup plus concise, mais tout aussi évocatrice qu'une fable de La Fontaine, vous allez voir. Un voisin rencontre mon grand-père et lui dit « Marx,
Heit hätte ich einen Nadelneich-Gilet in der Kasse, vor einer halben Mark. Alors mon grand-père lui répond, warum hast du nicht gehabt? Jo, außer ist ein ganzer Fetzer dran gewöhnt. C'est exactement l'histoire du renard et des raisins. Le voisin dit à mon grand-père, écoute, j'aurais pu acheter un gilet flambant neuf pour un demi-marque, 50 pfennig. Alors mon grand-père lui dit, mais pourquoi tu ne l'as pas acheté? Oh, il était complètement déchiré. Donc il a fait, n'est-ce pas, lui-même, quand il a vu qu'il avait raté la bonne affaire, n'est-ce pas, il a dénigré ce qu'il aurait pu avoir. C'est exactement la fable du renard et des raisins. Très bien. La vantardise était, et peut-être encore, le défaut de quelques juifs alsaciens. Ça, c'est encore une histoire vraie. Il y avait à Célestat un marchand de grains, riche et bien connu. Ah, il y a quelqu'un ici. Bon, je ne le nommerai pas. Ah, c'est juste. C'était à Hirschstein. Bon, c'est ce qu'on appelle un repli stratégique. C'est juste, c'était à Hirschstein. Un marchand de grains riche, mais qui se vantait beaucoup. Et qui rencontre une fois un ami et lui dit, Horch, wie viel Zentner Pfühle meinst, dass ich heute Morgen schon verladen habe? Et l'autre qui lui répond, die Hälfte. C'est très bien. Le marchand de grains dit à son voisin, combien crois-tu de quintaux de blé que j'ai déjà chargé aujourd'hui? Et l'autre lui répond, la moitié. Est-ce que tout le monde me comprend? Tout le monde me comprend? Toujours à propos de vantardise, et surtout, vous savez que les familles juives à la campagne, et en général, et à Pfaffenhofen en particulier, ne roulaient pas à l'époque sur l'or. Mais ces gens, très souvent, avaient une certaine fierté et ne voulaient pas le laisser paraître. Et il y avait à Pfaffenhofen une famille qui avait je ne sais pas combien d'enfants, elle était extrêmement nombreuse, et dont le mari allait avec son petit baluchon sur le dos comme le Mauschel de Zellwiller. Et quand il rentrait chez lui, le soir, et que par hasard il était accompagné d'un ami, et mon Dieu, que la pitance n'était pas extrêmement abondante, sa femme lui demandait, non, Etzig, was willst du ins Nachtessen? Wir haben noch ein bisschen evrige Hühn vom Schabbos. Oder wir haben noch die Zungenlage vom Freitagsnacht, die wir nicht ganz fertig gemacht haben. Oder hättest du lieber, dass ich dir ein Kotelett braut oder so etwas? Et l'autre, qui savait parfaitement qu'il n'y avait absolument pas rien de tout cela à la maison, disait, ja, Horch, gib mir gerade den Teller voll Grundbeersuppe, das habe ich am liebsten. Das ist alles Emmes. Donc, dans cette famille pauvre, la femme demande à son mari, pour cacher un petit peu leur misère, écoute, qu'est-ce que tu aimerais que je te donne à manger? Il nous reste un petit peu de poulet du Shabbat midi, ou bien tu préfères encore un morceau de langue du vendredi soir, ou veux-tu que je te fasse vite griller une côtelette? Et le mari, qui savait parfaitement qu'il n'y avait absolument rien de tout ça à la maison, lui dit, fais-moi une assiette de soupe de pommes de terre, ça me suffira. C'est ce que je préfère. C'est ce que je préfère. La bouffe, n'est-ce pas? La achille a toujours joué un rôle très important. D'ailleurs, vous avez vu la dispute, n'est-ce pas, qui a été jusque devant le Parnes
de la commune à propos des deux Kugel, n'est-ce pas? Des histoires de Kugel, je pourrais aussi vous en raconter, mais enfin, ce soir, ce sera pour une autre fois. Bref, tout de même une à propos de Kugel, ça c'était toujours notre fameux Parnas qui disait ça, quand il nous voyait, quand nous étions gosses, là mon frère et moi, les Gradwohl, etc. Kugel haben wir gestern oben. Quand c'était le Shabbos midi, par exemple, il nous racontait ça à Kugel. 4 Mann haben ihn auf den Tisch getragen. Nous avions un Kugel si grand que 4 hommes ont été obligés de le mettre à table, tellement il était grand. Ça, c'est bon. À propos de gourmandise et de manger, on raconte aussi l'histoire de ce fiancé qui devait manger dans la famille de sa future. Et ce fiancé était extrêmement gourmand. Et sachant cela, il avait amené un de ses camarades pour le surveiller un petit peu. Et bon, vous savez comment se passait un dîner du vendredi soir. Je crois qu'il était invité au Shabbos. On a commencé par la soupe, n'est-ce pas, avec les fameux Marikneflisch, n'est-ce pas? Bon, très sagement, il n'en a pris qu'une assiette. Très bien. Ensuite, est venu le Yétefisch, le poisson à la juive. Alors là, tout de même, il n'a pas pu se retenir d'en prendre 2 morceaux. Alors, le copain lui a déjà donné un petit coup de pied sous la table. Vient le Soupeflash, n'est-ce pas, le pot-au-feu. Et alors là, comme il était l'invité d'honneur, on lui présente le plat d'abord, il pique tout de suite dans le plus gros morceau. Coup de pied du camarade. Bon, il mange, on repasse le plat, il reprend le morceau. Nouveau coup de pied du camarade. Et alors, l'autre lui souffle dans l'oreille. Sie gefällt mir doch nicht. La fiancée ne lui plaisait pas, alors il a donné libre cours à sa gourmandise. Je vais vous en raconter une autre. Elle est moins marrante, elle est beaucoup plus sarcastique. Elle est tout à fait authentique. Elle est arrivée à ma grand-mère sort de Wittersche, parce que ma grand-mère était de Wittersche, le même patelin d'où est la mère de Germain Muller. Vous voyez combien c'est important. Ma grand-mère, pour vous situer un petit peu, faire un petit portrait de famille, ma grand-mère avait 4 filles et avait été veuve à quelque chose comme 30 ans. Sa fille cadette avait 3 ans, il était mort par une explosion en voulant nettoyer un tonneau d'eau de vie qui contenait encore des vapeurs d'alcool. Et le tonneau a sauté et il est mort. Donc ma grand-mère était restée veuve avec ses 4 enfants et elle tenait à Wittersche une petite épicerie. Mais si elle était pauvre, elle n'en était pas moins charitable et elle invitait très souvent les schnorreurs de passage. C'était encore des Alsaciens à l'époque. Le schnorrer si ça avait été un non-alsacien, elle l'aurait invité quand même, j'espère. Donc, ce schnorrer vient toujours à l'heure de midi, naturellement, pour se faire inviter. Et ma pauvre grand-mère n'avait pas prévu ce supplément. Alors, je ne sais plus ce qu'elle avait cuisiné. Bref, ils étaient donc 5. Mon frère le sait, c'était des Melknäpfle. Vous savez ce que c'est, des petites boulettes à la farine. Des Spätzle, comme on dit en alsacien. Et elle avait donc cuisiné pour 5 personnes, elle et ses 4 filles. Et ce schnorrer avait sans doute un bon appétit, alors on lui sert sa part, et ma grand-mère se sert et sert ses 4 filles symboliquement. Le schnorrer se sert, et se resserre, et se resserre. Bon, finalement, le plat est vide, et ma mère et mes tantes sont là à le regarder admirative, n'est-ce pas, d'avoir pu tant ingurgiter. Et à la fin, parce que non seulement ma grand-mère était charitable, mais elle était aussi pieuse, et elle lui dit, non, Horische, wir haben jetzt fertig gegessen, will noch nicht benchen. Ich kann nicht benchen, ich bin noch nicht satt.
Je pense que je n'ai pas besoin de traduire, ou bien... Alors, ça, c'est une histoire authentique. Vous voyez que l'humour pourrait aussi être un tantinet sarcastique. Le Hilfesred, n'est-ce pas, a toujours aussi été assez prisé parmi les juifs alsaciens et il y en a qui le cultivaient très bien. Et là, je vais encore vous raconter une histoire tout à fait authentique. Je regrette qu'il ne soit pas là, je ne pense pas qu'il soit là. Mon cousin Gérard Strauss, le pharmacien d'Egbolsheim, non, il n'est pas là. Ça ne fait rien, ce n'est pas péjoratif pour lui. Quand sa mère, qui était de Fegersheim, était fiancée, elle était fiancée à un pharmacien. Et ça, en 1925, ou je ne sais pas quand c'était déjà quelque chose. Et alors, dans le village de Fegersheim, n'est-ce pas, on racontait « Mannen, die Camille, sie bekommt den Apotheker. » Et bon, tout le monde racontait ça de bouche à oreille, « sie bekommt den Apotheker. » Et il y avait, parmi toutes ces femmes juives, il y avait une mauvaise langue. Et quand on lui a raconté, dass die Camille Apotheker bekommt, elle a dit, « Jo, es wordt zo anders in wie die Etikett steht. » Je traduis pour ceux qui n'auraient pas compris. On racontait donc, n'est-ce pas, que la cousine de mon père allait épouser un pharmacien. Et alors, une personne qui était très mauvaise langue, n'est-ce pas, oh, un pharmacien, ça doit en être un qui colle les étiquettes, c'est-à-dire un préparateur, n'est-ce pas. C'était trop beau, n'est-ce pas, si elle avait épousé un pharmacien. À propos de fiançailles, je vais maintenant vous raconter une autre histoire qui est aussi assez savoureuse. C'est celle de ce Schatchen qui avait, à un jeune homme, je crois, de la ville, avait vermassert une jeune fille de Grüsse. Grüsse était une communauté, comme vous le savez, très célèbre dans tout le Haut-Rhin, et qui était relativement grande. Enfin, c'était tout de même un petit village. Et vous verrez pourquoi je le dis. Bon, alors, tout va très bien, mais les parents, tout de même un petit peu méfiants, ont pris d'autres sources de renseignements que celles seulement du Schatchen, et ont appris que cette jeune fille ne valait pas grand-chose et avait traîné un petit peu avec tous les jeunes du village. Alors, quand le Schatchen est venu pour conclure cette affaire de mariage, comme ça se faisait toujours dans le temps, les gens lui ont dit, Original, Herr Blum, je ne sais pas comment il s'appelait, peu importe. Je ne peux pas dire Herr Harscher, parce que nous sommes les seuls qui portions ce nom et personne n'avait été Schatchen dans notre famille que je sache. Enfin, peu importe. Disons donc, pour ne pas vexer les Blum, Herr X, das Madle, wir uns da vermasserten von Grüße, das ist nichts wert. Wir haben gehört, das Madle ist schon mit allen Jungen herumgelaufen von Grüße. Et le Schatchen de répondre, non. Wie groß ist das Grüße? Je traduis pour ceux qui n'ont pas compris. Le marieur, donc, avait promis une jeune fille de ce village de Grussenheim, et les parents qui se sont renseignés ont appris que cette jeune fille ne valait pas grand-chose, elle avait traîné un petit peu avec tous les garçons. Et lui disent, mais écoutez, c'est pas possible, cette jeune fille ne vaut rien, tous les garçons de Grussenheim ont déjà couru avec elle. Et le Schatchen de répondre, Monsieur Grusse, c'est tellement petit. Encore une histoire de Schatchen, n'est-ce pas? Mais celle-là, elle n'est peut-être pas authentique, je ne le sais pas, parce que ce serait trop belle pour être vrai. Un Schatchen marie
ou essaye de marier un jeune homme avec une jeune fille dont la dot, avant la guerre de 14, n'est-ce pas, était de 1 million. 1 million? Nouveau, enfin, ancien, nouveau. Alors, seulement, il est obligé de l'avertir que cette jeune fille est bossue. Alors, le jeune homme hésite un instant et demande quelque temps de réflexion. Et il dit, bon, je komme wieder in einer Woche. Ich gebe euch dann meine Tschüfe. 8 jours après, le Schatchen revient et il dit « No, was ist? Haben wir jetzt noch gedenkt? Was machen wir ?» Et le jeune homme répond en hésitant un peu « Herrenmaul, haben wir keine mit 2 Bigel? »